Bonsoir à tous et bienvenue sur la holistique du phénix, partie 2. Alors un bref rappel pour ceux qui ont vu la première partie. La première partie se prénommait l'holistique. L'holistique du phénix, partie 1, c'était le corps. Et j'ai repris les éléments pour améliorer les performances de son corps. Puis, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui est, je renvoie les personnes qui ne l'ont pas vue à aller voir la vidéo avant celle-ci parce que sinon l'entièreté du raisonnement ne va pas être maintenue. Donc, allez voir la première partie sur le corps, puis rabattez-vous ici sur la deuxième partie pour l'esprit. Déjà, je voudrais manifester une extrême gratitude à tous les commentaires que j'ai obtenus sur la chaîne. Je vous remercie, je vous aime et je vous souhaite la paix. Ça me touche parce que je n'ai aucune raison d'être heureuse en ce moment et pourtant je le suis et j'en suis sûre que vous faites partie du processus. Et c'est pour ça que je vous remercie. Quelques explications pour des questions qui m'ont été posées autour de la signification de la thématique. Alors la holistique c'est en fait cette façon de voir les choses qui rassemble un peu tous les pans, toutes les disciplines. Par exemple liées à l'être humain et le phénix. Le phénix, comme vous devez certainement le savoir, c'est un animal c'est un animal imaginaire, hein, qui a cette formidable capacité de se régénérer. D'accord. Et l'être humain, par, par, par parallélisme, l'être humain peut aussi développer en lui-même cette faculté de se régénérer. Cette capacité de se régénérer n'est possible qu'en travaillant sur son corps et sur son esprit conjointement pour pouvoir arriver à la même chose que fait le phénix, c'est-à-dire renaître de ses cendres. Voilà pour l'explication pour ceux qui ne comprenaient pas pourquoi ça s'appelle l'holistique du phénix. Voilà pour l'explication. Maintenant, nous allons attaquer notre deuxième partie, qui est la partie la plus intéressante pour moi. J'ai hâte de vous l'exposer parce que je pense que ça va changer la perception de beaucoup d'entre vous. Ça me fait plaisir parce que moi, quand j'ai réalisé ces choses-là, j'étais extrêmement heureuse de me remettre to the conducer seat in my life. J'étais trop heureuse. Je me suis dit, ah, maintenant, je peux prendre le contrôle de ma vie et je voulais vous en faire part pour que vous puissiez, vous, à votre tour, prendre le contrôle de votre vie. Très bien. Donc, je vais commencer par un préalable. Il faut arrêter d'attendre. La vie, c'est aujourd'hui et maintenant. D'accord? L'ingénierie, c'est un processus qui permet de faire rentrer dans le cerveau des gens un programme. D'accord? L'ingénierie, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très connu. L'ingénierie des médias, l'ingénierie du marketing. Il y a plein de disciplines des sciences, qu'elles soient sociales ou autres, qui s'attaquent à ce phénomène. Il a été expliqué et je vous renvoie vers un ouvrage de Monsieur Cerise sur la question de l'ingénierie. Et très intéressant cet ouvrage. Donc, l'ingénierie existe, on le sait tous, on va partir de ce postulat. Maintenant, si l'ingénierie négative, c'est-à-dire qui est à l'encontre de nos intérêts, existe, donc l'ingénierie positive, elle existe par conséquence, parce que si on peut construire dans un sens, on peut revenir au centre et reconstruire dans l'autre sens. Jusqu'ici, ce n'est que pure logique. Donc si vous me suivez jusque-là, on peut opérer une ingénierie positive sur son esprit et sur son cerveau de manière à changer son fonctionnement. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'elles ont été conditionnées durant leur enfance par l'éducation de leurs parents, qui ont projeté leur peur sur eux, ou qu'ils ont été conditionnés par la société, par l'école, par une formation particulière, par un métier ou un autre. Donc, ils pensent que ce conditionnement, il est statique, il est posé, on ne peut plus agir, on ne peut plus rien faire, on est comme ça et c'est fini. Ce qui est totalement faux. Le fait de penser que nous sommes réduits à vivre une vie où nous avons finalement un contrôle très
réduit sur elle, c'est totalement faux. C'est un sentiment duquel il faut se débarrasser urgemment, parce que plus on pense que on n'a pas de contrôle sur sa vie, plus un sentiment de déprime s'installe. Alors que si on se dit que il y a un segment, et ce segment, agir par la suite par ingénierie pour le rendre de plus en plus grand. Il y a un segment dans lequel je peux agir. Alors c'est une très bonne nouvelle. Quel est ce segment sur lequel je peux agir? Quel est-il? Je vous pose la question. Il y a mon attitude, il y a mon comportement, il y a la manière dont je me comporte face à l'adversité, il y a les décisions que je prends, il y a la gentillesse que je mets vis-à-vis des autres. Donc, pour ne citer que ces exemples-là, ce champ-là est bien plus large qu'on peut le penser. On a une marge de manœuvre beaucoup plus importante que ce que l'on peut penser. Et elle est là, la bonne nouvelle. Alors, je vous invite à célébrer, yeah célébrer cette bonne nouvelle et se dire que c'est exceptionnel que de se rendre compte qu'au final, on a beaucoup plus de pouvoir que ce que l'on pouvait penser. Donc, cette ingénierie positive, elle a besoin d'outils. Nous allons voir les outils préalables, puis voir la méthode, c'est-à-dire les principes à suivre, et la pratique à réaliser au quotidien. Donc dans les outils. Alors il ne peut pas y avoir de changement sans la maîtrise de la stabilité et de la clarté de nos pensées. Cette extrême clarté de nos pensées et de notre cerveau, elle est possible que quand on décide de ne pas laisser notre soi obstruer notre vision. D'accord? Toutes ces peurs du passé, toutes ces problématiques liées à l'enfance ou liées à l'âge adulte, toutes ces choses, ces blessures que l'on n'a pas réglées ou qu'on ne réalise souvent même pas en fait, que l'on est dans un cercle vicieux qui se répète tout le temps dans nos relations. Et c'est un travail très difficile, attention, je ne suis pas en train de vulgariser ou de dire que c'est facile, mais c'est possible, d'accord? Ce qui est très intéressant et ce que David Laroche, que je salue, et si jamais tu passes par là, je voudrais juste te dire que j'ai le plus grand respect pour ton travail. David Laroche dit que quand on se met en mouvement et quand on essaye, c'est possible, ça devient possible. Mais si on n'essaye pas, c'est impossible. Par définition, si on n'essaye pas, si on ne bouge pas, il n'y a rien qui est possible. Attention, quand on essaye et quand on se met en mouvement, c'est possible que ça n'arrive pas, mais on augmente les chances que ça arrive. Et c'est là où ça devient très intéressant. Donc, je disais les outils, d'accord? Il faut essayer de faire un travail profond de connaissance de soi, d'arrêter de faire que notre soi obstrue notre clarté ou l'extrême clarté avec laquelle on doit voir les choses pour pouvoir agir. Le premier outil, c'est la clarté de nos pensées. D'accord? Le deuxième outil, c'est d'avoir la capacité de désapprendre. Il faut désapprendre les choses que l'on tenait pour acquis, qui nous paraissaient extrêmement logiques. Il faut commencer à se questionner dessus et à les désapprendre ou à les désintégrer si on pense que c'est nécessaire. Dans ce processus de désapprentissage, intervient le fait d'apprendre à taire son discours intérieur. D'accord? Quand on voit qu'on vit sur des schémas, qu'il y a des choses qui se reproduisent et qu'il y a un discours interne qui s'installe pour nous, qui nous parle et qui ne nous dit pas forcément des choses qui sont en notre avantage, il faut apprendre à taire ce discours intérieur par le désapprentissage, par la remise en question de certaines choses qui nous semblent extrêmement logiques. Le dernier outil, c'est la patience. Alors, comme on dit chez nous, en marocain, un proverbe qui me parle beaucoup parce que je le trouve extrêmement vrai et encore plus vrai dans nos sociétés modernes. Devant la porte de la patience, il n'y a pas de bouchon. Pour le traduire, si vous me permettez cette traduction qui est plus ou moins approximative. Donc la patience, c'est la clé, d'accord? Il faut être capable
de faire preuve de patience. Je sais que c'est difficile, je suis la personne la moins patiente au monde, je travaille au quotidien, c'est très compliqué d'être patient, de recommencer s'il le faut le lendemain, malgré le fait qu'on n'en a pas envie, qu'on a peur, qu'on se dit que de toutes les manières peut-être ça ne marchera pas, pourquoi est-ce que je mettrai mes efforts là-dedans? Mais la patience, ne serait-ce que pour se respecter soi et faire preuve d'amour vis-à-vis de soi-même, on n'a pas le droit d'abandonner. Il faut faire preuve de patience, non seulement de patience, mais agir dans la patience. La patience en elle-même ne suffit pas. Je suis patient et j'agis. D'accord? Je prends 5 idées. Sur ces 5 idées, j'en retiens 2 qui me paraissent les plus bonnes et j'agis. Le lendemain, ça ne marche pas, je change, je reprends des idées ou alors je continue dans ce sens si je pense qu'il faut juste plus d'efforts. Mais la patience est la clé et la patience, c'est quelque chose que vous devez à vous-même parce que si vous n'êtes pas patient avec vous, personne ne le sera. C'est votre responsabilité d'être patient avec vous-même. Donc les 3 outils à mettre en place, c'est la clarté de l'esprit, éviter de se faire obstruer par soi-même et par son ressenti. Deuxièmement, de désapprendre ou taire son discours interne. Et dernière chose, faire preuve de patience. La patience, peut-être que c'est le premier outil, c'est pas le troisième. Ne pas présenter peut-être le présenter dans l'autre sens. Alors, maintenant qu'on a vu les outils à mobiliser, maintenant on va voir sur quel principe, sur quel process nous allons nous mettre à faire de l'ingénierie positive sur notre cerveau. Alors, il faut tout d'abord changer la perception. Alors, la perception, c'est un concept magique parce qu'il y a autant de perceptions que d'êtres humains sur Terre. D'accord? Donc, c'est une très bonne nouvelle aussi. Pareil, je vous invite à célébrer cette idée-là. Ouais. Pourquoi? Parce que s'il y a autant de perceptions que de personnes, ça veut dire tout simplement qu'on peut changer sa perception, qu'on peut percevoir les choses comme ça aujourd'hui et les percevoir à l'inverse ou de manière complémentaire le lendemain. Cette idée, quand je l'ai réalisée, sincèrement, hein, je ne sais pas si vous me direz en barre de commentaires si je suis la seule, mais quand j'ai réalisé qu'on pouvait changer de perception, changer de lunettes, voir les choses autrement, je suis tombée de ma chaise parce que pour moi, c'était une clé essentielle qu'on ne nous dit pas assez. Par exemple, j'ai un ami, si tu passes par là, je t'embrasse, je t'envoie la paix. C'est un ami qui a commencé à payer l'URSSAF. Alors, comme toutes les personnes qui payent l'URSSAF, en général, le réflexe, c'est voilà, c'est d'être au bord du gouffre, de se dire ah je paye, je vais te donner telle ou telle somme, etc. Je n'ai pas envie, blablabla. Lui, sa réaction, c'était la suivante. Je suis fière parce que je fais partie d'un club de ceux qui payent l'URSSAF. Et ça, en soi, pour lui, c'était une fierté et une manière de célébrer sa réussite. Donc ça, c'est une question de perception. En fait, vous mettez le même effort à percevoir les choses contre vous que l'effort que vous mettez à les percevoir avec vous. Je répète cette phrase. Vous mettez le même effort à percevoir ce qui arrive comme étant des choses qui sont contre vous que si vous les acceptiez et que vous faites avec. C'est exceptionnel. Une professeure de yoga m'a dit, dans le même sens, que quand elle rentre dans sa douche et que l'eau est froide, elle se dit c'est l'occasion de prendre une douche froide. Elle ne se casse pas la tête, elle ne se dit pas ah c'est injuste, la vie est injuste, j'ai toujours le droit, je me retrouve toujours dans des situations qui sont malheureuses pour moi, la vie est injuste, l'eau est froide. Non, elle se dit tout simplement c'est l'occasion de prendre une douche froide. Donc même dans les pierres qui sont sur votre chemin, vous pouvez en faire de l'or et je vous y invite. Donc changer de perception, c'est la première étape. Deuxièmement, c'est l'action, se mettre en action, bouger. Vous n'êtes pas un arbre, bougez-vous, faites des choses. Ne restez pas passif, l'action. Et une fois qu'on a changé de perception, qu'on s'est mis en action, on peut prendre des décisions. La prise de décision va conduire à mettre en place un process. Donc on a vu des outils, nous avons vu les principes à adapter, changement de perception, action et prise de décision dans ce sens. Et maintenant, nous allons voir comment on peut devenir l'architecte de sa propre vie. Comment devenir l'architecte de sa propre vie. Donc, je vais faire assez rapidement. Donc, comment devenir l'architecte de sa propre vie? Il faut déjà réaliser qu'on a le pouvoir, donc on a le contrôle, comme on l'a vu plus haut. À partir de là, je décide de reprogrammer mon cerveau. Comment je vais faire pour reprogrammer mon cerveau? Je dessine mon futur,
et je ressens mon moi du futur et je me comporte comme mon moi du futur. Je reprends, je dessine le futur, j'envisage qui je suis dans le futur, je ressens ma vie dans le futur et pour finir, j'agis comme le moi que j'ai designé dans le futur. Dernière chose, élément qui me paraît très important, il faut poser des questions, poser des questions qualitatives, les poser à vous-même et les poser à votre entourage. Autant de questions qui vous aideront à avoir des bribes de réponses. Par exemple, je veux faire ça, quelqu'un vous dit c'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Et qu'est-ce qui ferait que ça pourrait être possible? Par exemple, c'est une question très intéressante. Pour finir, alors dans ce sens-là et dans cette manière de se projeter dans son avenir et de se créer, de créer le soi du futur, je vous invite à vous intéresser au personnage de Tesla. Alors Tesla est exceptionnel, le travail qu'il a réalisé dans la manière dont il se perçoit, elle est exceptionnelle. Et ce que je voudrais vous dire pour terminer, c'est que les champions, ont tous en commun le fait de chercher leurs erreurs. Ils cherchent leurs erreurs pour se perfectionner. Si vous voulez être un champion, il faut poser votre ego définitivement au placard et décider qu'à partir de maintenant, vous allez vous mettre le point sur vos défauts, les célébrer une fois que vous les aurez trouvés et vous dire « Ouah, je sais, je me loupais parce que je me comportais comme ça et que maintenant, je vais agir autrement. » Seuls les champions ont cette capacité à s'auto-analyser, à chercher leurs défauts et à les corriger pardon, pour être le meilleur. Voilà pour moi aujourd'hui. Je vous aime, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ces mots trouveront votre cœur et que à ceux qui se sentent mal, que ça vous apaisera ou que ça vous montrera comment aller mieux. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis, allez-y, agissez. Mais qu'est-ce que vous faites encore là ?